Bien. Alors donc, juste pour terminer cette partie-là, donc voilà presque l'extrait de l'exemple qu'on vient de faire. Donc en résumé, donc pour utiliser donc Kafka Streams, donc vous aurez besoin d'abord de créer un objet properties que vous allez configurer avec les propriétés principalement, il ne faut pas l'oublier, application ID config, bootstrap servers config, default key sur des classes config et default value sur des classes config. C'est la première des choses. Deuxième, eh bien, il faut créer un objet stream builder que vous allez utiliser donc builder.stream pour pouvoir faire un subscribe vers un topic du cluster Kafka. Et après, par la suite, donc ce qui va vous donner un stream Kafka. Donc, il faut noter qu'un stream Kafka, il est du type kstream. Alors, en fait, kstream, donc, il contient un ensemble d'enregistrements Kafka. Chaque enregistrement a une clé, une valeur, key value. Et après, par la suite, donc, votre stream, vous pouvez lui appliquer un ensemble c'est-à-dire un ensemble d'opérateurs. Donc, on a utilisé l'exemple ici, l'exemple flap map values. On a utilisé l'opérateur map, filter, group by. On a vu comment utiliser donc les opérateurs de fenêtrage. On a fait une opération d'agrégation avec count. Et après, on a vu comment produire le résultat sur un autre stream qu'on a récupéré et qu'on a visualisé. Alors, pour pouvoir démarrer donc Kafka Streams, donc il faut créer une topologie avec streamBuilder.builder. Et après, vous créez un objet Kafka Streams. Vous lui fournissez comme paramètre l'objet topologie et les propriétés de configuration. Et après, donc, vous démarrez Kafka Streams avec la méthode start. Il faut juste noter que tout le code que vous voyez là, c'est un traitement qui se fait côté application. Ça veut dire au moment du traitement, il ne s'agit pas de s'appuyer sur un cluster ou bien un système distribué pour faire les traitements. C'est-à-dire que la puissance de Kafka. Donc la particularité et la puissance de Kafka Streams, c'est que n'importe quelle application peut utiliser l'API Kafka Streams pour faire les traitements de flux en temps réel. C'est-à-dire que l'application elle-même, ça peut être un système embarqué, ça peut être une application. Donc il dispose c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, l'application n'a pas besoin d'utiliser un cluster particulier pour faire des calculs distribués. Contrairement, par exemple, à d'autres solutions qui ont besoin de s'appuyer sur des frameworks c'est-à-dire de frameworks de calcul distribué. Donc, on aura l'occasion de voir avec Spark la différence. Donc, je vous ai montré comment créer donc un exemple d'application. Alors maintenant, je reviens juste pour terminer. Donc, je reviens sur les concepts de base. Alors, les concepts de base de Kafka Streams. Donc, on a déjà défini les concepts de stream. Donc, nous avons dit qu'un stream, c'est quoi? Il représente un ensemble de données qui sont illimitées et constamment mis à jour dans le temps. Donc, c'est une séquence d'enregistrements qui sont immutables, dans laquelle un enregistrement de données est défini par une paire clé-valeur. Ça, c'est ce qu'on a dit. Une application de traitement de flux, c'est-à-dire une application de stream processing Kafka, c'est quoi? C'est un programme qui utilise donc la bibliothèque, c'est une API, la bibliothèque de Kafka Streams. Cette application définit sa logique de calcul par le biais d'une ou plusieurs topologies. Alors, c'est-à-dire la stratégie de calcul se fait en utilisant une ou bien plusieurs topologies. C'est des topologies de processeurs. Alors, c'est quoi une topologie de processeur? Une topologie de processeur, c'est un graphe de processeur de flux. Ce que vous voyez là, c'est une topologie. Alors, quand vous avez tout à l'heure pris un stream, vous avez utilisé point flatmap, point filter. Vous voyez? Flatmap, filter, group by, count.
Alors chaque opérateur que vous appliquez au moment dans la topologie, c'est ce qu'on appelle un processeur Donc, chaque opérateur, c'est ce qu'on appelle un processeur. Bon, un processeur, en fait, de topologie Kafka Streams. Donc, c'est un opérateur qui permet d'effectuer une opération particulière. Donc, un processeur de flux, un processeur de flux, stream processor, c'est quoi? Bon, c'est un nœud. C'est un nœud dans la topologie. Il représente tout simplement une étape dans le calcul. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a utilisé .flapMap, .map, .filter. FlapMap, c'est un nœud. Filter, c'est un nœud. Group by, count. Donc, vous pouvez utiliser un ensemble, un enchaînement d'opérateurs. Mais il se trouve que tout à l'heure, ce qu'on a fait, on a utilisé un pipeline. C'est-à-dire, donc vous avez un flux qui rentre, vous recevez donc des entrées, vous le traitez, et chaque opérateur, il produit un flux en sortie. Et après le flux en sortie, donc il va être pris également en entrée par un autre opérateur pour le traiter, pour produire un flux en sortie. Mais après, par la suite, on peut avoir des choses assez complexes. C'est-à-dire qu'un opérateur, il peut produire un flux en sortie, mais ce flux en sortie-là, il peut être l'entrée de plusieurs autres opérateurs qui vont faire leur traitement. Et on peut avoir par exemple des enchaînements assez complexes. Donc, c'est-à-dire l'API Kafka, il vous permet de définir une topologie à travers laquelle vous pouvez enchaîner soit sous forme d'un pipeline ou sous forme d'un graphe, ici, ce qu'on appelle une topologie. Et chaque nœud de cette topologie-là correspond à un opérateur, comme par exemple map, flatmap, group by, count, etc. Okay? Bon, alors donc, quand on parle donc des opérateurs, c'est-à-dire les opérateurs de Kafka Streams, ces processeurs si vous voulez. Donc vous avez deux catégories. Il y a ce qu'on appelle Kafka Streams DSL, qui définit un ensemble d'opérateurs par défaut. Ils sont déjà prédéfinis, vous pouvez les utiliser comme je disais tout à l'heure, comme les opérateurs de mappage, filtrage, jointure, agrégation. Il y a plein d'opérateurs qui sont prédéfinis. Mais également, il y a des opérateurs de type Lower Level Processor API qui permet au programmeur lui-même de créer ses propres opérateurs. C'est-à-dire vous-même, vous pouvez ajouter de nouveaux opérateurs qui vont implémenter une API qui est définie par Kafka Streams et qui vous permet d'ajouter des opérateurs que vous pouvez utiliser dans les topologies que vous allez créer. Vous avez une extension qui est fournie. Alors, rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé de la notion de temps. Alors, la notion de temps, time, c'est un aspect qui est très important dans le traitement de flux dans Kafka, c'est-à-dire qu'en fait, le traitement en temps réel d'une manière générale, la notion de temps, elle est très importante. Alors, bien sûr, donc, Kafka Streams fournit des opérateurs de fenêtrage, win-to-win, donc on en a utilisé tout à l'heure, qui permet donc de faire des traitements sur des fenêtres de temps bien précises. Et après, vous devrez savoir qu'il existe un certain nombre de time, c'est-à-dire de temps, que vous devrez connaître. D'abord, il y a ce qu'on appelle event time. C'est quoi event time? Event time, c'est l'heure de l'événement. C'est-à-dire l'heure ou bien le temps où l'événement a été produit par la source de l'événement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'information dans son origine, elle est produite par exemple par un capteur. Vous savez que le capteur, quand il produit c'est-à-dire une information, avec le temps où l'information est produite, c'est ce qu'on appelle event time. Event time, c'est le temps où l'information, l'enregistrement a été produit depuis son origine. Et comme je disais, ça peut être une application qui produit l'événement, ça peut être un capteur, ça peut être etc. Et généralement, c'est des applications, même si c'est un capteur, parce que le capteur, ce n'est pas lui qui va envoyer l'information vers le broker, mais c'est plutôt l'application qui capte l'information du capteur pour la basculer vers le broker.
Alors ensuite, il y a processing time. Alors processing time, ça représente la durée de traitement d'un enregistrement. Donc il peut être, la durée de traitement d'un enregistrement, ça peut être de l'ordre de millisecondes ou de la seconde. Alors quand vous êtes dans l'ordre des millisecondes et des secondes, vous pouvez dire que vous êtes vous êtes dans des pipelines real time, c'est-à-dire c'est du temps réel. Et également, ça peut être de l'ordre de minutes et des heures, et dans ce cas-là, vous êtes plutôt dans le batch processing. Donc, c'est-à-dire, quand vous traitez des données dans une durée des millisecondes par rapport à quoi? Par rapport à event time. Donc, l'événement, plutôt l'enregistrement, il a été produit dans un event time, et je le traite dans un autre temps. C'est ce qu'on appelle processing time, c'est-à-dire le temps, c'est pas en fait la durée, c'est le temps où je commence à traiter l'événement. Donc c'est-à-dire si la distance entre processing time et event time, il est de l'ordre de millisecondes et de secondes, donc vous êtes dans real time processing, c'est du stream processing. Ici par exemple, si cette durée-là, elle est de l'ordre de 10 minutes, plutôt, voilà, 10 minutes et 10 heures. Donc, vous êtes plutôt dans du batch processing. Alors, dans ce cas-là, Kafka Streams, il est fait, vous pouvez faire également du batch processing, mais souvent, quand vous êtes dans du batch processing, vous êtes dans d'autres outils. Principalement, il y a par exemple Spark, MapReduce. Donc, c'est des outils qui sont utilisés pour faire du batch processing dans le contexte du big data. Et après, il y a un autre temps qui est important, c'est le temps d'ingestion. En fait, le temps d'ingestion, c'est quoi? C'est l'heure à laquelle un événement ou un enregistrement de données est stocké dans une partition topic Kafka. Bon, c'est-à-dire, il y a un enregistrement qui produit un instant event time. Il a été traité dans un processing time. Mais après cet enregistrement-là, je l'envoie vers un autre topic. Et quand il arrive vers le topic Kafka, c'est un autre temps. C'est ce qu'on appelle ingestion time. Pourquoi? Tout simplement parce que le plus important pour le consommateur, c'est le temps. Le plus important, c'est quoi? C'est le temps où l'information arrive vers le topic. Parce que dès qu'elle arrive au topic, le consommateur va recevoir cette information. Mais il se trouve généralement que quand vous êtes en real time, event time, processing time, ingestion time, c'est presque des millisecondes, c'est des secondes. C'est-à-dire, c'est très petit. Alors, bon, ça c'est juste une idée. Il faut juste savoir que event time, ingestion time, donc en réalité, il se fait au niveau de la configuration de Kafka et non pas par l'API Kafka Streams. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le broker Kafka, il est déjà configuré c'est-à-dire pour introduire ces notions de temps dans les enregistrements que vous créez. Alors, dans les opérateurs, on avait parlé des opérateurs de mappage, de filtrage, de groupement, etc. Et vous avez les opérateurs d'agrégation, les opérateurs d'agrégation, ou bien les processeurs d'agrégation, comme count, sum. Donc, c'est des opérateurs que vous pouvez utiliser. Souvent, ils sont très importants dans tout ce qui est, si vous voulez faire des statistiques, vous voulez faire des cumuls, des sommes, etc. Alors, il y a dans DSL, c'est-à-dire dans les opérateurs qui sont prédéfinis, il y a des opérateurs qui produisent en sortie soit un castream, soit un cat-table. Je le disais tout à l'heure. D'abord, map, filter et flat map produisent en sortie plutôt un stream de type K-stream. Mais les opérateurs count d'agrégation, généralement, ils produisent des objets de type K-table. Et après, si vous voulez passer d'un K-table vers un K-stream, vous mettez l'objet point toStream. Donc ça permet donc de faire facilement les choses. Quoi d'autre? Les opérateurs de fenêtrage, donc on vient de les voir tout à l'heure. Alors quand vous faites du traitement de temps réel, parfois on a besoin de faire des statistiques dans une durée de temps, dans une fenêtre de temps qui est fixe. L'exemple de tout à l'heure, c'est qu'on a compté le nombre des A et le nombre des B qui se trouvent dans les flux d'enregistrement pendant les 5 dernières
secondes. C'est très utile parce que souvent quand vous regardez par exemple Google Analytics par exemple, si vous consultez les statistiques, vous trouverez par exemple les statistiques de la dernière semaine ou bien du dernier mois, ou plutôt parfois vous trouverez quand vous êtes en stream processing, il s'agit bien donc parfois de faire des calculs sur c'est-à-dire les dernières secondes, les dernières minutes, donc c'est la durée que vous pouvez spécifier, ça peut être la dernière heure, c'est la durée de la fenêtre, c'est pas elle, la durée de la fenêtre, c'est pas elle qui va vous dire est-ce que vous êtes en stream processing ou bien en batch processing, c'est pas ça. Parce que je suis en stream processing, mais je suis en train de faire un cumul sur le dernier mois. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je cumule toujours les données que je reçois, elles sont intégrées dans la table qui contient les données du dernier mois, ce qui permet donc de faire ces calculs. Bon, vous trouverez dans la documentation de Kafka des illustrations qui montrent comment le cumul est fait, etc. Alors, il y a également, dans les concepts de Kafka Streams, il y a une dualité entre les streams et les tables. Alors, c'est très important, pourquoi? Parce que la majorité, c'est-à-dire des gens qui font généralement l'analyse de données, c'est des gens qui utilisaient déjà les bases de données relationnelles. Donc, ça veut dire qu'ils sont déjà familiarisés avec les tables, n'est-ce pas? Donc, c'est parfois pour comprendre la logique il y en a ceux que pour comprendre par exemple, un concept, il faut toujours basculer vers les tables. Dès que vous lui parlez des tables, il comprend facilement. Mais dès que vous lui dites un stream d'enregistrement, il a du mal à comprendre, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que c'est pour cela en fait que Kafka, dans son architecture, tout simplement, il y a un lien direct entre, c'est-à-dire une dualité entre table et stream d'enregistrement. En fait, un stream, c'est quoi? Un stream, c'est un ensemble d'enregistrements. Donc, une table, c'est quoi? C'est un ensemble d'enregistrements. Chaque enregistrement a une clé, une valeur. Alors maintenant, quand vous, par exemple, tout à l'heure, si vous vous rappelez, quand on a fait ça, on a utilisé count, n'est-ce pas? Quand on a fait count, et on a enregistré, ça produit un cat table. Vous voyez donc, cat table, c'est la notion c'est une table, n'est-ce pas? Donc, on va retrouver toujours ces notions de table-là qui va permettre facilement de se familiariser, c'est-à-dire qui permet de comprendre facilement comment exploiter les résultats. Donc, quelle est la différence entre un stream d'enregistrement et une table? C'est la même chose, n'est-ce pas? Un stream d'enregistrement, c'est un ensemble d'enregistrements qui vient en temps réel, n'est-ce pas? Et une table, c'est un ensemble d'enregistrements, mais qui vient c'est-à-dire qui sont stockés précédemment. Et donc, on est presque dans la même logique. C'est-à-dire, quand vous faites les opérateurs que nous avons enchaînés là, pour quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser le langage SQL, généralement, quand vous lui dites ça, c'est map, filter, group by, window, etc., il y a des choses, peut-être des notions un peu plus, de nouveaux concepts qui sont à ce niveau-là, mais en réalité, on est toujours dans la même logique. C'est comme si vous faites select étoile en batch processing en SQL, c'est comme si vous faites select étoile from, where, group by, having, etc. Donc, vous avez déjà dans SQL un ensemble d'opérateurs qui vous permettent de faire presque, c'est des pipelines qui permettent de faire des calculs, mais en SQL, c'est du batch processing. Alors ici, donc, on est dans stream processing, c'est traitement temps réel. Mais en tout cas, il faut noter qu'il y a une dualité directe entre la notion de stream et la notion de table. Et Kafka, quand il enregistre les résultats dans des tables, ces tables sont persistantes. Il va les garder quelque part dans des fichiers, dans ce qu'on appelle les data stores. Et après, par la suite, ça va lui permettre justement facilement d'avoir l'API Kafka Stream. Il permet aux applications de tirer profit de plusieurs avantages, comme la scalabilité, notamment prendre en charge le traitement avec état
Un traitement avec état et un traitement sans état. Par exemple, count. Un opérateur count, c'est un opérateur avec de type stateful, c'est avec état. C'est normal. Parce que count, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tout simplement, c'est une table, n'est-ce pas? Dans laquelle il garde les anciennes informations. À chaque fois, il va recalculer en fonction des données qui sont déjà passées. Donc, c'est un opérateur de type stateful. Mais par exemple, l'opérateur map, c'est un opérateur de type stateless. Il y a un enregistrement qui rentre, il le traite, il produit un enregistrement en sortie. N'est-ce pas? Mais il ne garde rien. Il ne garde pas des variables. Quand il y a un autre enregistrement, il s'agit c'est-à-dire d'une autre information. Donc, principalement, vous avez, grâce à ces notions de table, introduites dans les topologies Kafka, on peut introduire donc des opérateurs avec état. C'est-à-dire que quand je fais un traitement, ça me produit une table dans laquelle je fais un cumul des statistiques, des données qui sont déjà passées par ce nœud. Donc ça permet d'exécuter également le fait de garder des tables c'est-à-dire dans le processus des processeurs, plutôt dans les traitements, à travers les traitements de la topologie. Ça permet également d'exécuter des requêtes interactives sur les derniers résultats des traitements. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors quand on a fait count, on a utilisé materialized as count store. Alors c'est quoi count store? C'est une table qui est persistante. Il est persistante, c'est-à-dire il est tolérant aux pannes, etc., tout ce que vous voulez. Ça veut dire que à travers mon application, je peux envoyer des requêtes vers cette table. En fait, Kafka Streams définit une API qui permet d'envoyer des requêtes vers cette table. Ce n'est pas de SQL, c'est-à-dire c'est des requêtes Kafka, Kafka Streams, qui permettent donc d'interagir avec cette table et de récupérer ces données-là, par exemple, les afficher à travers une API REST ou bien les envoyer vers des applications. Si vous utilisez des connexions via WebSocket, par exemple, vous pouvez toujours, via les WebSockets, envoyer ces données-là et on peut les visualiser en temps réel. Et d'ailleurs, à la fin du support de cours, je crois que je n'aurai pas tout le temps de vous détailler ça, mais à la fin du support, il y a un exemple d'application avec une application côté front-end pour montrer comment récupérer ces données-là et de les visualiser en temps réel, donc, si vous voulez. Oui? Alors, quoi d'autre? Bon, ça, c'est déjà dit. Donc, la notion de states. Certaines applications de traitement de flux ne nécessitent pas d'état, comme je le disais tout à l'heure. Donc, stateless operations. Mais également, il y a des opérations dans lesquelles on a besoin de maintenir l'état. C'est ce qu'on appelle stateful operations. Comme par exemple, count, c'est stateful operations. Et après, on n'a pas vu tous les opérateurs, mais il y en a beaucoup. Vous pouvez utiliser des joins pour faire des jointures entre plusieurs streams, etc. Donc ça, c'est également un concept qui est très important. Alors, vous voyez ici le schéma de cette topologie-là, n'est-ce pas? Alors, ce schéma-là, il permet de faire une... Ça, c'est une jointure. Pourquoi? Parce que vous avez deux streams. Vous avez un stream qui produit X, un stream Y. Et après, je peux faire une opération je vais joindre un stream à un autre stream pour produire un autre stream. C'est à peu près, c'est un concept c'est un concept clé dans les opérations de stream processing. Voilà. Et enfin, donc, Kafka Stream fournit des magasins d'état, donc ce qu'on appelle des data stores, dans lesquels on peut persister ces tables, ces résultats, c'est-à-dire les résultats des opérateurs qui sont de type stateful. Et après, par la suite, donc, en fait, le magasin d'état, c'est-à-dire là on stocke les données, et ça peut être soit des valeurs c'est-à-dire des données clés-valeurs persistantes dans des fichiers, ça peut être un HMAP en mémoire, ça peut être une autre structure de données qui peut être différente. Et même à travers l'API des connecteurs Kafka, ces données-là, on peut les persister dans une base de données, par exemple MongoDB ou Cassandra. Donc, c'est en quelque sorte, Kafka, il ne faut pas l'oublier qu'il fournit une API pour les connecteurs Kafka qui permettent d'utiliser donc d'autres
système de stockage. Et pour pouvoir interagir avec ces stores, c'est-à-dire ces tables qui contiennent des données stateful, si vous voulez, des opérateurs, on utilise un langage qui s'appelle Interactive Queries. En fait, Interactive Queries, c'est une API qui se base sur des expressions lambda, comme toutes les API de Kafka Streams, et qui permettent, à travers lesquelles vous pouvez faire vous pouvez faire des selects. Vous pouvez avoir une table dans laquelle qui contient beaucoup de colonnes. Le résultat que nous avons tout à l'heure, je sais pas, je peux le montrer ici. Le résultat qu'on voit ici, n'est-ce pas? Parce que quand vous faites count, ça produit quoi ça? C'est quoi ça? C'est un cat table. C'est une table, n'est-ce pas? Ils sont où les colonnes? Il y a la colonne A et la colonne B, n'est-ce pas? Mais après, par la suite, avec Interactive Queries, vous pouvez par exemple sélectionner que la colonne A ou la colonne B. Vous pouvez encore faire des where, vous pouvez faire des filtrages, etc. Vous pouvez faire des opérateurs pour récupérer ces informations et les utiliser. Bon, il y a un exemple d'application qui est dans le support. Donc, voilà. Alors ça, c'est les concepts. Donc, les concepts de base de Kafka. Et si vous voulez, donc, vous pouvez avoir une idée sur l'architecture de base. Vous avez un ensemble de streams, c'est ce qu'on appelle Input Kafka Streams. Généralement, c'est un ensemble de streams qui viennent des topics souvent, n'est-ce pas? Et ces topics-là, ils peuvent être des consommateurs, consumer 1, consumer 2. Ils peuvent faire un subscribe vers plusieurs topics, donc ils peuvent recevoir plusieurs streams. Et une fois que je reçois plusieurs streams, chaque consumer, il va créer une topologie ou bien plusieurs topologies. Alors chaque topologie il définit un ensemble d'opérateurs, c'est ce qu'on appelle les processeurs. Chaque processeur, il reçoit un enregistrement en entrée et il produit soit un enregistrement en sortie ou plusieurs enregistrements en sortie. Il y a également des opérateurs qui peuvent recevoir plusieurs enregistrements en entrée et qui produisent un enregistrement en sortie. Donc, ce qui permet de définir ce qu'on appelle un graphe de processeur. Donc, une topologie, c'est un graphe de processeur et chaque processeur, c'est un opérateur qui permet de faire un traitement particulier. Et dans les processeurs, il y a dans les opérateurs ou bien les processeurs, c'est la même chose. Dans les opérateurs, il y a des opérateurs de type stateless qui ne gardent pas leur état. Il y a des opérateurs qui sont de type stateful. Et les opérateurs stateful, généralement, gardent l'état dans ce qu'on appelle un data store. En fait, le data store, en quelque sorte, c'est une base de données de Kafka qui est fournie par Kafka Streams. C'est des fichiers, ça peut être des collections de type map, ça peut être, etc., dans lesquels il va stocker l'état d'un processeur. Alors c'est très important, comme je disais, quand vous faites group by, count, etc., c'est important que count, il produit une table. Si vous voulez rendre cette table persistante, il suffit de lui donner un nom et après, elle est là. Donc, c'est-à-dire, imaginez que maintenant, il y a des flux d'enregistrement qui arrivent, vous faites des traitements, et après, vous avez, à un moment donné, votre application, il peut interagir avec ce store, cette table, et vous pouvez, c'est bien ça le tableau de bord, il est là, c'est des tableaux de bord que vous avez. Maintenant, si vos applications front-end créent tout simplement des applications qui interagissent avec ces data stores, ces stores que vous voyez là, c'est tout simplement, vous avez une application qui permet de visualiser en fait, c'est du data analytics temps réel. Et vous pouvez voir en temps réel qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et à la fin, quand on produit, etc., on produit des résultats vers quoi? Vers d'autres streams. C'est d'autres topics. Et après, les autres topics, ils vont être encore pris par d'autres applications. Et vous ne pouvez pas imaginer, par exemple, ce que vous pouvez faire avec ça. Alors, quand vous êtes dans une approche microservice, dans les microservices, donc ils peuvent chacun recevoir des streams, il fait des traitements, il produit des streams vers d'autres topics. Et on peut enchaîner donc une communication qui sont
qui est importante. Alors le plus important dans tout ça, vous avez un système qui assure la scalabilité et qui assure également tolérance aux pannes. Il y a également la solution pour la reprise après échec. Donc ça veut dire qu'on a presque la garantie. C'est très simple, vous n'avez qu'à arrêter par exemple, vous n'avez qu'à arrêter le broker Kafka, CTRL-C, vous l'arrêtez. Alors dès que vous l'arrêtez, vous allez voir, ici je vais l'arrêter, c'est bien ça le broker Kafka, je vais l'arrêter, vous allez voir n'est-ce pas? C'est qu'en quelque sorte les données des topics, etc., ils ne sont pas perdus, ils sont persistants. Alors, après, quand vous redémarrez Kafka, et après, quand vous redémarrez, alors vous allez voir qu'il restitue. Donc s'il y a c'est le problème de reprise après échec, il restitue les données qui sont déjà stockées. Et après, par la suite, si vous lancez par exemple un consumer, là je ne produis pas des données, mais si vous ajoutez la propriété par exemple from beginning, il y a encore quelque chose qui manque. Yeah? De n. Oui, parce qu'en fait, il y a des strings. Bon, bref. Alors, en tout cas, vous voyez, là, vous êtes en train de consommer l'autopic, parce que l'autopic, au début, j'ai stocké des enregistrements de type string. Après, j'ai stocké des enregistrements de type dans la valeur de type long. Vous voyez, quand c'est long, ici, ça vous donne n'importe quoi, n'est-ce pas? Mais parce qu'en fait, j'ai utilisé le même topic au départ. Là, là, il n'y a pas de, non, c'est pas ici. Oui. Alors, j'ai des données ici. Mais à partir de là, bon, ça c'est des caractères. Mais à partir de là, ce n'est plus des strings, etc. Bon, vous comprenez un peu ce que c'est. Donc, vous pouvez dire que vous avez presque votre flux d'enregistrement, c'est une base de données qui est persistante. On peut toujours y revenir et encore retraiter les données. Pas uniquement from beginning, je peux lui dire par exemple à partir de l'enregistrement dans tel, à partir de l'enregistrement qui a été produit le jour tel, etc. Donc tout ça c'est possible. Bon, la dernière partie qui reste, donc ça, vous pouvez la recevoir prochainement. C'est en fait, maintenant vous faites on a vu dans une application Java, ce qui est l'idéal pour comprendre la problématique. Mais la même chose, si vous êtes dans un projet Spring, donc avec ses interfaces, on peut intégrer facilement des applications comme ça. Et avec Spring Cloud, c'est encore plus simple. C'est-à-dire, on peut réduire là beaucoup le code qu'on va essayer donc d'écrire pour pouvoir gérer, pour utiliser donc Kafka Streams. Alors ici, il y a un exemple d'application avec Spring. Alors, ici, vous pouvez remarquer juste, je vous donne une idée. Dans notre application, j'ai une API REST. Ici,
Voilà. Alors ici, donc ça c'est juste plutôt un message qui est produit. Bon, la même chose. Donc vous trouverez donc vous écrivez presque le même code, sauf que avec Spring Cloud, vous avez des annotations, des interfaces que vous pouvez utiliser. Et après, surtout, vous avez le fichier Application Properties ou YAML file dans lequel vous pouvez configurer l'exemple d'application que vous avez ici. Vous voyez, donc ça c'est un exemple de fichier Application Properties. Là, il y a beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que dans cette application, j'ai plusieurs topics. Donc chaque topic, je devrais le configurer. Le topic est, par exemple, pour serialiser, pour désérialiser, voilà ce que j'utilise. Pour timeout, qu'est-ce que je fais? Donc vous pouvez faire la configuration avec une classe de configuration Java, mais également on peut configurer notre système à travers le fichier application.properties. Donc ça c'est un exemple que vous pouvez voir par la suite, en cas où vous en aurez besoin. Alors vous voyez donc ici, là l'exemple que j'allais vous montrer, c'est que nous avons ça, regardez. Nous avons ici Stream Listener. Par exemple, je suis dans une application Spring. Alors, c'est quoi Stream Listener? Ça veut dire que, eh bien, tout simplement, il fait automatiquement un subscribe vers un topic pour récupérer un stream. Vous voyez donc, la méthode, il retourne un objet castream string long, et après, il reçoit un stream. Et qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement le stream.filter, .map, .groupby, groupbyKey, windowed, 5000, c'est-à-dire 5 secondes, toStream, et après je fais directement send-to. Alors la notation send-to, c'est-à-dire le résultat que je vois là, il va être envoyé encore vers un autre topic. Donc ça c'est des annotations qu'on utilise dans Spring. Maintenant, si vous remarquez ici, donc j'ai count et j'ai une vue matérialisée qui dans le nom se trouve dans cette constante, n'est-ce pas? Page count MV. Alors page count MV c'est une interface ici. Page count MV c'est quoi? C'est page count, c'est une interface, c'est une constante. Donc ici ça veut dire quoi? Je suis en train de faire du stream processing, c'est-à-dire mon microservice il traite tout le temps, mais après j'ai besoin d'une API REST dans laquelle une fois que je fais /count, je voudrais avoir les statistiques. Alors dans mon exemple ici, donc j'ai des pages et après je vais plutôt j'ai des pages, les pages d'un site par exemple. Chaque page par exemple, il est visité combien de fois, etc. Donc ici je vois par exemple search, chat, contact, profile, about, blog, vote. Donc je vois ici donc les résultats qui ont été cumulés pendant les 5 dernières secondes. C'est-à-dire à chaque fois que vous actualisez, vous allez obtenir les résultats. Mais ces résultats-là, ce que vous voyez là, c'est ce qui est stocké dans cette table. Est-ce que vous voyez? Mais pour pouvoir interagir avec cette table, bien tout simplement, on va utiliser, donc Interactive Queries. Alors, je vais utiliser Read Only Window Store et j'utilise donc Queryable Store Registry.get Queryable Store. Je spécifie le nom de la table, c'est-à-dire je vais récupérer les données à partir de cette table et je fais juste ici une boucle while ici all, c'est quoi? C'est queryable store.all. Alors quand vous dites all, c'est-à-dire vous récupérez tous les enregistrements de la table. Mais après, comme je disais, vous pouvez récupérer quelques enregistrements, des filtres, etc. Vous pouvez filtrer. Donc all, c'est-à-dire je récupère tous les enregistrements de quelle table? De la table qui a été produite avec l'opérateur count. Ben, je fais une boucle et après je crée un objet de type map et à chaque fois j'ajoute par exemple result.put, c'est quoi? Chaque item.key et item.value et je retourne directement results. Donc quand je fais /count, qu'est-ce que je reçois ici? Donc je reçois le résultat en format
en format JSON. Ici, donc, je suis en train de faire ça pour une API REST. Mais quand vous faites une API REST comme ça veut dire que l'application, c'est l'application cliente qui devrait envoyer la requête pour récupérer ces données. Mais si vous voulez faire quelque chose en temps réel, vous avez un exemple à la fin, ici, avec du JavaScript. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on va utiliser une librairie qui est assez connue, qui s'appelle Smoothie.js. En fait, Smoothie.js, qu'est-ce qu'il vous permet? Ben, il vous permet tout simplement de créer un graphique qui reçoit des données en temps réel, sous forme de server-side events, par exemple. Et après, donc, on peut ici, donc, je représente l'évolution, le nombre de visites de chaque page, par exemple, ici. Voilà, donc vous trouverez un peu du code qu'on va écrire là. Il n'y a pas beaucoup de code JavaScript parce qu'ici on va utiliser une connexion de type. Alors quelle connexion? Server-side events. Vous voyez, donc c'est new event source. Et après directement je fais je récupère dès que je récupère les données, je les stocke et après ils seront affichés automatiquement ici. Donc aujourd'hui, il ne me reste pas assez de temps pour détailler cette partie-là, mais on peut la traiter par la suite, d'accord? Le temps est serré maintenant. Je crois que vous n'avez plus assez d'espace mémoire pour enregistrer tout ça, parce que vous avez des examens. Bon, une fois qu'on termine cette partie-là, après, il y aura également, on va essayer de programmer un séminaire sur Spark pour la partie batch processing. Mais croyez-moi, si vous en arrivez là, vous allez voir que Spark, c'est juste, c'est presque une formalité pour vous. C'est quelque chose de très simple parce qu'on est toujours dans presque le même contexte. C'est pas le même contexte, mais c'est une autre manière de faire le concept. Ben, vous trouverez quelques exemples avec Scala. D'abord, si vous voulez faire du data analytics avec Scala, et vous trouverez également avec des applications Java. La même chose, c'est des applications Java donc, qui permettent de récupérer des données, de faire du data analytics. Vous allez remarquer lines.first et après vous trouverez encore des opérateurs comme, ça c'est des for each. Vous trouverez map, count, group by, c'est presque la même chose. Hein. Sauf que c'est complètement différent. C'est-à-dire la logique avec laquelle travaille Kafka, elle est complètement différente de la logique avec laquelle travaille Spark. Alors Spark, c'est plutôt une continuité de map reduce. Donc ici encore beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant que map reduce. Et la même chose avec encore Spring. Spark, si vous voulez utiliser Spark via Spring, vous trouverez un peu des choses également. Et la même chose après, comment combiner Kafka avec Spark dans une application. Alors, mais tout ça, ça demande un peu de temps. Vous voyez, on est un peu dans cette logique-là. Donc, si on ne traite pas tout ça maintenant, donc c'est pour cela que je vous disais qu'une fois que vous allez commencer votre stage, on va faire des séminaires pour les premières semaines peut-être de votre stage, on va faire des séminaires à ce niveau-là. Ok? Donc ceux qui sont c'est-à-dire qui ont des stages juste ici, au Maroc en tout cas, donc pas de problème. Mais ceux qui seront peut-être à l'étranger, et ils vont devoir suivre ça comme d'habitude sur les démos vidéo. Des questions? Oui. Ouais. Non. Alors, s'il vous plaît, votre collègue il pose la question, est-ce que les stream processors, est-ce qu'ils se trouvent dans le cluster Kafka ou bien dans l'application? C'est quoi la réponse? C'est dans l'application. Alors, faites justement avec Kafka Streams, lui, tous les traitements que vous faites avec Kafka Streams se fait côté application. Donc l'API Kafka Streams n'a pas besoin d'utiliser un autre cluster pour faire des calculs
distribué. Alors pourquoi? Parce qu'on suppose quand on fait du stream processing, en réalité, on n'a pas à faire beaucoup de traitements. Parce que je fais des traitements uniquement au fur et à mesure que les données arrivent, je traite, n'est-ce pas? Donc vous êtes dans un contexte big data dans le temps. D'autres questions? C'est bon? Oui? Alors, s'il vous plaît. Alors la question elle est très importante. Pourquoi? Parce que maintenant, avec Kafka Streams, vous êtes en train de faire des stream processing, n'est-ce pas? Alors quand vous faites des stream processing, c'est que ça veut dire que vous êtes en train de calculer, de calculer des paramètres de prise de décision, n'est-ce pas? Alors pour le cas ici, je reprends le même exemple ici. Ça, par exemple. Donc là, vous recevez en temps réel, par exemple, chaque page le nombre de visites, etc. Non? Ça, c'est des données qui sont assez simples. Mais maintenant, parfois pour prendre des décisions, avec des données comme ça, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Mais parfois, vous calculez un certain nombre de paramètres. Vous dites par exemple, je vous donne juste un exemple. Je reçois la pression, la valeur de la pression, je calcule la moyenne de la pression pendant les 5 dernières secondes, la moyenne de l'humidité et la moyenne, par exemple, de la température pendant les 5 dernières secondes. N'est-ce pas? Alors maintenant, avec ça, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Mais si vous voulez savoir, est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce que, par exemple, il y aura quelque chose, je ne sais pas, vous voulez faire des prédictions. Alors, dans ce cas-là, il faut faire du machine learning. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous calculez ici, vous faites du stream processing pour faire du data analytics, que vous pouvez schématiser dans des graphes, vous pouvez interpréter. L'être humain, il peut parfois interpréter des résultats, n'est-ce pas? Mais si vous voulez prendre des décisions, parfois il faut passer par du machine learning. Et dans ce cas-là, là, il faut encore, c'est une autre problématique, c'est-à-dire, il faudrait créer un modèle, il vous faut un dataset pour entraîner le modèle, n'est-ce pas? Imaginez que vous avez utilisé par exemple Deep-Learning-4J ou bien TensorFlow ou bien n'importe quel framework PyTorch. Vous avez créé un modèle, réseau de neurones, vous l'avez entraîné avec un dataset. Par exemple, vous lui donnez entrer la moyenne de la température, par exemple la température, la pression, l'humidité, et à la sortie, il va vous dire est-ce qu'il va pleuvoir, par exemple la probabilité, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il sera très chaud, ou je ne sais pas quoi. N'est-ce pas? C'est un exemple. Alors, si vous avez entraîné le modèle, vous l'avez déjà entraîné avec un dataset, maintenant qu'est-ce qui reste? Alors, dans l'API Kafka Stream, quand il calcule ces paramètres-là, les paramètres qu'il calcule pendant les 5 dernières secondes, avec les paramètres, il va les donner au modèle. N'est-ce pas? Pour le modèle, il va lui dire, voilà, est-ce qu'il va pleuvoir ou pas? Donc, ça veut dire que ici, vous allez combiner, vous faites du stream processing pour traiter les données en temps réel, mais les résultats que vous calculez, ils vont représenter une entrée vers le modèle qui va faire les prédictions. Alors, c'est comme ça que ça se passe en Big Data Analytics. C'est qu'à un moment donné, il faut faire du machine learning. Pourquoi? Si vous ne faites pas du machine learning, mais même si vous calculez des paramètres comme ça sert à quoi? Alors, pour prendre des décisions, il vous faut produire une connaissance. C'est clair? Donc ça, c'est une très bonne question parce que maintenant, vous pouvez comprendre que avec Spark, lui, il fournit une librairie de machine learning. C'est-à-dire, quand vous travaillez avec Spark, vous avez une librairie, bon, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais il vous fournit, par exemple, Spark, il vous fournit une librairie dans laquelle vous trouverez tous les algorithmes que vous avez appris comme K-means, c'est-à-dire les algorithmes, les implémentations des algorithmes de machine learning sont déjà implémentées. Donc vous n'avez qu'à utiliser donc, la librairie par exemple qui est fournie par Spark, ou bien la librairie Weka par exemple, c'est une librairie en Java, dans laquelle vous trouverez pratiquement les algorithmes sont déjà implémentés.
Pratiquement tout ce que vous avez fait dans les cours data mining, machine learning, les algorithmes, il y a des implémentations. Donc, vous les utilisez et après, vous leur donnez les inputs et après, ils vont vous donner les outputs. Mais si vous utilisez un modèle basé sur les réseaux de neurones, il faut faire l'apprentissage. Mais l'apprentissage, c'est quelque chose à part. Pour entraîner les modèles, c'est une problématique à part. Il est très clair, il est très simple. C'est qu'il vous faut un dataset, par exemple. Vous produisez avec des sorties qui sont connues. Vous entraînez le modèle. Une fois que le modèle a appris la corrélation entre les entrées et les sorties, ça y est, vous avez un modèle qui a... Alors maintenant, dans votre application, à chaque fois qu'il va démarrer, il va charger le modèle et il va lui donner des entrées qui vont être calculées, qui proviennent, et après, le modèle, il va faire des prédictions. C'est là où l'API Kafka Streams est importante. C'est pour calculer les entrées qu'on va donner au modèle. N'est-ce pas? Parce que vous avez besoin de connaître pendant les 5 dernières minutes qu'est-ce qui se passe. La moyenne des températures, de l'humidité, etc. Donc si vous voulez le faire, il faut passer par Kafka Streams. Si vous voulez le faire d'une manière batch processing, vous utilisez Spark. Alors je crois qu'il est pour vous important d'aller jusqu'au bout. Parce que je vous dis bien, la connaissance ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il y a tellement beaucoup de choses que vous allez apprendre. Il y a des choses que vous allez à moitié maîtriser parce que vous êtes un peu pressé par les examens, etc., etc. Mais dès que vous commencez votre métier, chaque chose, il faut lui donner plus de temps, ce qui est normal. Vous avez d'autres questions? Alors peut-être quand on va faire le séminaire, donc ça serait bien qu'on fasse le travail sur un exemple d'application dans laquelle on va combiner tout ça. Kafka avec Spark et avec Machine Learning. Comme ça, vous allez voir un exemple d'application qui est vraiment réel.